Votre nom? Charles Gagnon. Votre âge? 30 ans. Votre métier? Ex-professeur à l'Université de Montréal. Je suis né au Bic en 1939. Mon père était cultivateur. Le Bic, c'est une région rurale, c'est en Gaspésie, ou presque. Mon père était pauvre, comme tous les cultivateurs de la région. Et puis, il était pauvre au point que, après 30 ans de travail sur la terre, il devait encore quelques milliers de dollars au gouvernement à suite d'un emprunt pour la payer. C'est là que j'ai découvert la vie, si on veut, dans le milieu rural pauvre, le plus pauvre peut-être du Québec. Et puis, je suis allé à l'école comme tout le monde, c'est-à-dire comme tout le monde jusqu'en 7e année, l'école primaire, l'école du rang, avec tous des fils de cultivateurs comme moi. Et puis là, comme j'étais le 14e, c'est-à-dire un enfant un peu moins nécessaire que les autres pour aider à la famille, eh bien, j'ai pu continuer à aller à l'école secondaire. Et puis je me suis inscrit au séminaire de Rimouski. Dans un milieu comme celui-là, quand on va au séminaire, c'est pour se détacher progressivement du milieu dont on vient. On s'en rend pas compte, c'est les autres qui font ça, c'est les autres qui s'en chargent, mais à cette époque-là, et puis c'est encore vrai, aller au séminaire, surtout quand on vient du milieu populaire, c'est pour faire partie de l'élite de la nation, c'est-à-dire ceux qui vont fourrer les autres le plus habilement possible après. Mais on s'en rend pas trop compte. Et puis, des fois, on prend goût à ce qu'on fait, on prend goût à étudier, on prend goût à apprendre, on découvre des choses. Ça demeure tout théorique. Et puis ça, j'ai fait ça pendant 8 ans. Mais j'ai continué à vivre dans ma famille, un peu à l'écart, parce qu'on finit par en sentir différent. Puis, même si on ne se sent pas différent, les autres nous sentent un peu différents. L'école, le collège nous transforme petit à petit, et puis là, sans qu'on se détache soi-même des autres, du milieu dont on est issu, le milieu nous perçoit un peu comme différents. Et puis, sans s'en rendre compte, ben, on finit par avoir des préoccupations peut-être un peu particulières, qui sont plus celles du milieu dont on est issu. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé au collège. J'étudiais et puis à un moment donné, ben, les études que je faisais, ça devenait un peu ma vie. Et puis là, j'ai commencé à penser à faire autre chose. J'ai pensé à l'enseignement à ce moment-là, puis je me suis inscrit à la faculté des lettres à Montréal. Alors, j'arrive à Montréal en 1960 et puis je m'inscris dans une faculté. Le simple fait d'aller à l'université, c'est déjà me retrouver dans un milieu où on peut conserver ses illusions un bout de temps, c'est-à-dire penser que la ville, c'est l'endroit où tout le monde réussit. Parce que des gens qui vont à l'université pour un campagnard, ben, c'est des gens qui ont réussi. Mais petit à petit, dès la première année, je suis descendu de la montagne, comme on pourrait dire. Et puis je me suis rendu compte qu'à Montréal, il y avait un paquet de Gaspésiens, entre autres, qui étaient venus à Montréal et puis qui n'avaient pas réussi plus que dans leur milieu. Qui étaient chômeurs, qui vivaient dans des logements épouvantables, même pire qu'à la campagne. Au fond, j'ai découvert l'existence de la classe ouvrière à Montréal. Et puis là, j'ai rencontré des gars à l'université qui s'occupaient des chantiers. C'était une organisation assez récente qui s'intéressait à la fois
aux problèmes des travailleurs de Montréal et puis à l'étranger. Il y avait des gars des chantiers qui allaient en Amérique latine, entre autres, et puis il y en a d'autres qui militaient dans les quartiers ouvriers de Montréal. C'est là vraiment que j'ai fait le lien, disons, entre mon enfance dans un milieu populaire, dans ma famille de cultivateurs, et puis le milieu ouvrier. J'ai découvert, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Et puis qu'on soit à Montréal ou en Abitibi ou à Chicoutimi ou à Gaspé, qu'il y avait une majorité de Québécois qui se retrouvaient toujours dans la même situation, et puis qui était celle d'une situation d'exploité. Mais la lutte de libération, la lutte qu'on appelle parfois pour l'indépendance du Québec, c'est fondamentalement une lutte anti-impérialiste. Et le Québec, de ce point de vue-là, fait partie du tiers-monde. On a pris l'habitude d'identifier le tiers-monde à une région, à des régions géographiques, à des lieux, des régions, des pays du monde. L'Afrique, l'Asie, c'est le tiers-monde. En fait, le tiers-monde, c'est tous les peuples, c'est tous les groupes nationaux, c'est toutes les collectivités qui sont victimes de l'impérialisme. Et le tiers-monde, il est en Amérique du Nord, il est au Québec, il est dans certaines régions des États-Unis. Alors, j'ai milité quelque temps dans les chantiers. Il y avait un comité ouvrier, entre autres à Saint-Henri à cette époque-là, un comité des chantiers. Alors on s'y rendait, on faisait des réunions. Et puis là, j'ai repris contact avec les gens de mon milieu. Je me suis retrouvé chez moi. J'avais été un peu déraciné par le collège et puis par l'université, puis là, je me retrouvais parmi ceux qui étaient du même milieu que moi, qui avaient les mêmes problèmes et puis les mêmes questions. Ils ne posaient peut-être pas dans les mêmes termes, parce que moi, j'étais allé à l'école, puis eux n'étaient pas allés longtemps, mais qui se posaient en fait les mêmes problèmes. Comment réussir à vaincre les difficultés de l'existence, puis comment organiser au Québec une existence viable. Alors là, je pense que ça a été une découverte et puis une lumière définitive dans mon existence. J'ai décidé à ce moment-là de militer sur le plan politique parce que il n'y avait pas moyen de régler à la fois les problèmes que j'avais connus dans mon enfance et ceux que je découvrais à Montréal sans changer considérablement la situation, sans changer totalement l'ensemble de la situation au Québec. Alors là, je suis sorti du rêve, de l'illusion, si on veut, de l'école, à laquelle j'avais jamais véritablement mordu. Je pense bien que ça a été là ce qui m'a permis de ne pas m'embourgeoiser, comme on dit, définitivement. C'est-à-dire que j'ai jamais embarqué définitivement, complètement, dans l'illusion que plusieurs personnes qui viennent du milieu ouvrier peuvent avoir en arrivant à l'université, que le succès est accessible pour eux, ils peuvent en sortir, puis les autres, s'ils veulent en sortir, qu'ils fassent la même chose. C'est peut-être ça qu'on appelle la conscience collective, la conscience qu'un groupe, qu'une nation résout ses problèmes si il se trouve dans son sein des gens pour militer, pour travailler au plan collectif. Mais il y a une constatation qu'il faut faire, une constatation fondamentale, c'est que tous les peuples en lutte contre l'impérialisme ont affaire à un système, à un ordre qui est structuré, qui est fortement installé et contre lequel on ne lutte pas à l'aveuglette. C'est la palissade, je pense bien, que de dire que la stratégie des mouvements révolutionnaires est conditionnée par la situation à laquelle ce mouvement révolutionnaire-là fait face. Et quand il s'agit de lutter contre l'impérialisme, il s'agit de lutter contre un mouvement, contre un système qui existe à l'échelle du monde.
Je pense que malheureusement, les difficultés que rencontre Cuba à l'heure actuelle sont exemplaires. Des difficultés qui attendent inévitablement tous les petits peuples qui voudraient parvenir à leur libération, à leur indépendance véritable, en dehors d'une collaboration à l'échelle internationale. Je ne dis pas que la révolution cubaine est un échec. La révolution cubaine a opéré des changements énormes à l'intérieur du pays, mais la révolution cubaine court de grands risques si les forces de l'impérialisme ne sont pas combattues sur tous les fronts à l'échelle du monde. Elle court le risque d'être accaparée par une autre puissance. Alors, je suis embarqué dans les chantiers, mais les chantiers, ça ne débouchait pas non plus sur le politique comme tel. Ça demeurait fermé à des problèmes particuliers, des problèmes immédiats qu'il s'agissait de solutionner, comme le logement, comment améliorer les logements. Et puis ça pouvait devenir une forme de collaboration avec l'ordre établi, c'est-à-dire rendre l'ordre établi acceptable à ceux qui en souffrent. Là, c'est à ce moment-là que je suis passé au MLP. Le MLP, c'est un mouvement d'agitation sociale qui s'est organisé en 1965 et puis qui avait comme objectif d'appuyer tous les mouvements populaires et puis de faire connaître davantage les difficultés que les travailleurs rencontrent, soit à l'usine, soit dans la vie courante, comme consommateurs. J'ai été dans le MLP pendant 1 an, et puis encore une fois, j'ai eu le sentiment assez vite que le MLP pouvait pas aller jusqu'au bout de la révolution. Parce que, d'une part, la répression s'en mêlait, et puis, c'était un mouvement dont les objectifs étaient forcément limités à cause même de son organisation, puis même de sa composition. C'est à ce moment-là qu'avec d'autres individus que je rencontrais au MLP, on s'est mis à discuter de la façon dont il fallait s'organiser au Québec pour réaliser un changement complet de la situation, comment il fallait s'organiser pour faire la révolution. On a longuement discuté les actions du FLQ depuis 1963, ce que le FLQ avait fait, tout en considérant que le travail que le FLQ avait fait jusque-là et manquait d'un peu de suite, avait pu apparaître fragmentaire, parcellaire, si l'on veut, et puis que même à certains moments, c'était peut-être pas attaqué aux véritables exploiteurs, que c'était souvent attaqué à des symboles. C'est à ce moment-là qu'on a décidé que c'était le type d'organisation qui pouvait réunir dès 65, 66, une avant-garde qui pourrait faire la révolution au Québec, c'est-à-dire qui pourrait préparer quelque chose, un mouvement capable, le moment venu, c'est-à-dire le moment où la situation serait mûre pour la révolution au Québec, un mouvement qui la ferait, la révolution, qui serait capable d'assumer un rôle de leadership dans la société québécoise. Il y a des gens bien placés qui nous accusent d'être fermés sur nous-mêmes. Les Québécois indépendantistes, c'est une bande frustrée qui veulent se couper du monde, puis vivre en cercle fermé. Il y a des gens qui disent ça, à Ottawa, par exemple. Je pense que le mouvement de libération du Québec s'inscrit dans la pensée la plus mondiale qui puisse s'imaginer à l'heure actuelle. C'est-à-dire,
cet idéal qui veut que tous les peuples du monde et toutes les collectivités, avec leurs caractéristiques, avec leur langue et avec leur culture, puissent vivre côte à côte, là où elles se trouvent à l'heure actuelle, sans avoir à craindre d'être dominées par d'autres, d'être écrasées par d'autres. Si être le jouet de la politique de Washington, c'est ça l'internationalisme que Ottawa nous propose, c'est d'un internationalisme dont on ne veut pas. Il n'y a pas de distinction véritable entre le mouvement de libération de la Palestine, par exemple, ou du Vietnam, ou des mouvements latino-américains, ou du mouvement des Black Panthers. Il n'y a pas de différence essentielle entre ces mouvements-là et le mouvement de libération québécois, parce que la lutte est exactement la même. C'est pourquoi, au FLQ, on considère que la meilleure forme de lutte contre l'impérialisme américain et contre, possiblement un jour, l'impérialisme soviétique, c'est la lutte au Québec pour la libération des Québécois. Parce que toute brèche opérée à l'intérieur de l'Empire constitue une victoire pour tous les mouvements de libération du monde. Dans l'immédiat, quelles sont les tâches du mouvement de libération du Québec? La chose la plus urgente, c'est sans doute d'organiser la population québécoise à l'intérieur d'un mouvement solide, d'un mouvement fort, d'un mouvement qui ne donne pas l'illusion de la force. Il y a le PQ, le Parti québécois à l'heure actuelle, qui donne l'illusion de la force, parce qu'il a plusieurs membres, parce qu'il a plus de membres que d'autres partis politiques québécois. C'est un fait. Mais, à longue échéance, le PQ n'est pas un mouvement, un parti fort, parce qu'il s'appuie sur une classe sociale qui n'a pas de poids dans l'organisation du système impérialiste. Le PQ s'appuie sur une classe dont on peut se passer à l'heure actuelle. Une classe dont le rôle au plan des images idéologiques que donne l'impérialisme n'est que de calmer les aspirations collectives en présentant une façade de pouvoir, de direction assumée par la collectivité dans laquelle cette classe-là se trouve, alors qu'effectivement, elle est contrôlée de l'extérieur. Personnellement, je suis convaincu que le jour, si ce n'est pas déjà fait, où les Américains vont être convaincus que l'indépendance est nécessaire au Québec, est inévitable, je suis convaincu qu'ils vont tâcher de supporter, sans le déclarer dans le New York Times, de supporter le Parti québécois pour éviter le pire. Comme aujourd'hui, ils veulent promouvoir le capitalisme noir pour éviter le pire aux États-Unis même. La libération d'un peuple, c'est pas le passage de la domination d'une puissance à celle d'une autre puissance. La libération des peuples, ça sera l'élimination de toutes les puissances qui dominent sur d'autres peuples. Et la libération du Québec ne pourra intervenir véritablement que le jour où l'impérialisme yankee dans notre cas, aura été définitivement renversé. Et puis là, on s'est mis à la tâche de bâtir un mouvement politique puis un mouvement d'action en même temps. Et puis, ça a duré
1 an. Et puis, il y a eu un accident. Et puis, il y a eu l'arrestation d'un grand nombre de membres du FLQ à l'automne 1966. Et puis, c'est à cette époque-là que j'ai appris que moi-même, j'étais recherché pour des activités terroristes. Ce que le FLQ a produit, a donné, a réalisé au Québec depuis 1963-1962, c'est un travail immense de politisation des masses et de radicalisation de la pensée politique populaire. On a toujours voulu, et on veut encore aujourd'hui, réduire le FLQ à une bande de désespérés, de casse-cou, d'irresponsables. Parce que le FLQ, c'est les bons. Eh bien, le FLQ, ça n'est pas les bons. La proportion de ceux qui, dans le FLQ, ont participé d'une façon ou d'une autre à des attentats est relativement minime. Je ne dis pas que le FLQ n'a pas fait d'attentats, n'a pas posé de bombes, mais je dis que cela ne représente qu'une facette de ses activités. Le FLQ, c'est un mouvement politique formé de Québécois décidés à lutter sans compromis pour la libération du peuple québécois. Et le FLQ aspire à devenir le mouvement de libération des Québécois, se confondant avec le peuple, en finissant par être le peuple lui-même. C'est d'ailleurs la voie qu'ont choisi tous les mouvements de libération dans le monde. Être dans le peuple et se confondre avec lui au point que le peuple devient membre du mouvement révolutionnaire qui travaille à la libération nationale. Le but du FLQ, c'est simple. Il s'agit de construire au Québec le pouvoir populaire. Et pour cela, de détruire le pouvoir impérialiste, le pouvoir fasciste, le pouvoir raciste que nous avons actuellement dans toute l'Amérique du Nord. J'étais à New York. J'étais à New York avec Pierre Vallière. On était là depuis plusieurs semaines. On était là comme membre du FLQ et puis on continuait à militer dans le FLQ. On a rencontré plusieurs mouvements militants américains. Et puis on était en train d'établir des liens avec ces mouvements-là. Et puis un bon matin, en passant à Times Square, il y a un grand kiosque à journaux. Et puis, on a acheté la presse. Si je me rappelle bien, c'était en page 3, il y avait une série de photos. Ça a été un choc considérable parce que ces photos-là, c'était toutes des photos de camarades du FLQ. Et ils avaient tous été arrêtés. Et puis, il y en a 2 qu'on recherchait. Et puis, c'était Vallière et moi. Il s'était passé à Montréal qu'on avait mis la main sur des listes de membres du FLQ et puis qu'on avait décidé de les embarquer toute la gang, tous ceux qu'on pourrait rejoindre. Évidemment, dans ce temps-là, il vous passe plusieurs idées par la tête. On a toutes sortes d'envies. Est-ce qu'il faut aller ailleurs, continuer à militer? Est-ce qu'il faut se cacher? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut rester là où on est puis attendre? Eh bien, on en a parlé pendant une journée, pendant 2 jours, et puis on a décidé que dans l'état de la lutte telle qu'elle était à ce moment-là au Québec, il fallait absolument profiter de la circonstance pour la faire connaître dans le monde. La lutte du Québec qui était commencée, elle devait être connue. Parce qu'une lutte de libération, ça se mène pas en vase clos, ça se mène dans la connaissance du monde, et puis ça se mène avec le monde entier, avec toutes les autres luttes de libération. Le Québec fait partie du tiers-monde parce que
la grande majorité des travailleurs québécois sont des victimes de l'impérialisme. La grande majorité des Québécois sont des victimes de l'impérialisme parce que leur travail quotidien, leur travail journalier ne sert en définitive qu'à permettre le développement de la machine économique mise sur pied par l'impérialisme et qui est contrôlée par les grandes corporations avec à son service un État tout-puissant, des polices extrêmement organisées et une armée dont la puissance n'a jamais été égalée encore, l'armée américaine. Le peuple, le Québec fait partie du tiers-monde et pour cette raison, sa lutte peut être confondue, peut être identifiée à celle de tous les mouvements de libération populaire qui existent dans le monde. Alors là, on a décidé rapidement d'aller à l'ONU, de rencontrer le plus de délégations possible et puis d'informer le plus de gens possible de ce qui se passait au Québec. Et puis on a dit en même temps, on va protester contre la réputation qu'on est en train de faire aux membres du FLQ. Que les journaux tâchaient sciemment, puis volontairement, et puis carrément d'identifier à des délinquants. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, ça se fait encore aujourd'hui. Alors on a fait une déclaration publique, et puis on a entrepris une grève de la faim pour faire reconnaître le caractère politique de la lutte du FLQ, et puis pour faire connaître la lutte des Québécois pour leur indépendance, pour leur libération. Pour ce qui est de travail à plus longue haleine, je considère personnellement qu'il y a nécessité d'unir un certain nombre de mouvements qui aujourd'hui poursuivent des objectifs identiques à ceux du FLQ, avec des moyens qui leur sont propres, d'unir ces mouvements-là le plus étroitement possible pour assurer la cohésion de l'action révolutionnaire au Québec. Quant à vous donner des tâches précises, particulières, le travail révolutionnaire est un travail d'équipe et j'entends travailler à l'intérieur de l'équipe où les tâches seront réparties. On s'est fait arrêter le lendemain, alors qu'on marchait tout simplement sur le trottoir avec des pancartes qui affirmaient que la lutte de libération du Québec était entreprise puis qu'elle devait continuer, et puis que les arrestations qui avaient eu lieu à Montréal étaient une forme de répression politique la plus dégueulasse parce qu'elle consistait à vouloir réduire l'action politique à de la délinquance pure et simple. On a été arrêtés sans mandat, un peu naïf. On n'a même pas pris la précaution de vérifier ces choses-là. C'est le lendemain qu'on nous a dit qu'on avait été arrêtés pour avoir troublé la paix d'une part. C'était une raison très, très claire, très nette. À deux sur un trottoir qui est large comme la moitié de la rue Sainte-Catherine. On ne peut pas troubler la paix gros avec une petite pancarte. Troubler la paix et puis entrer illégale aux États-Unis. On a été 3 mois et demi ou 4 mois à la prison de New York, et puis vers le 13 janvier 67. Après le souper, on mange tôt en prison vers 4h30. On a entendu au haut-parleur que Vallière et Gagnon étaient appelés. On nous a pas dit pourquoi. On l'a demandé pourquoi. C'était absolument anormal à cette heure-là. Il n'y avait pas de parloir, rien. Alors, on a refusé toute forme d'explication. On a dit ramassez vos bagages, vos vêtements, vos effets personnels, votre brosse à dents, puis votre serviette, et puis venez-vous-en. Dans l'ascenseur, Vallière et moi, on s'est retrouvés, puis on a compris, ça y est, c'est la déportation. Ils veulent nous foutre à la porte, et puis ils ont perdu leurs moyens légaux, strictement légaux, de nous foutre à la porte des États-Unis pour nous mettre en prison au Québec. Alors ils ont choisi celui-là. Rendu à la réception, on a repris les photos, le même
processus qu'à l'arrivée, on photographie les empreintes, le nom, etc., l'identité. Et puis là, on a dit « sortez ». Ben, ça peut paraître étrange, mais on a protesté le plus vigoureusement possible pour ne pas sortir de prison. Parce qu'on savait que l'immigration nous attendait, on l'a deviné, l'immigration nous attendait à la porte. Mais contre 10 flics à 2, il n'y a pas grand-chose à faire. On a résisté comme on a pu, aussi longtemps qu'on a pu, mais on s'est retrouvés dans le hall d'entrée. On était libres, on n'avait plus aucune accusation contre nous à New York, on était des hommes libres. Mais il y avait 5 mastodontes de l'immigration américaine qui nous attendaient dans le hall d'entrée, et puis qui nous ont ramassés, qui nous ont mis les chaînes aux pieds, puis qui nous ont lancés dans leur camionnette. Littéralement projetés dans la camionnette. On n'a même pas pu appeler notre avocat pour le mettre au fait de ce qui se passait, puis lui dire qu'il nous avait fourrés, au moins lui dire. La police de l'immigration américaine nous a offert un voyage en avion de New York à Montréal. Puis là, on a été abandonnés par la police américaine quand la police de Montréal, puis la gendarmerie, puis tout la meute des flics nous a accueillis à Dorval. Alors ça s'est fait assez rapidement. On a traversé le grand couloir de l'aéroport et puis on est parti en route pour le quartier général de la police. Quelques minutes après, une demi-heure, 1 heure après, un avocat de Montréal a communiqué avec nous. Et puis ça a été l'interrogatoire de la police, qui a duré une grande partie de la nuit. Interrogatoire de la police qui consistait pour la police à dire on sait tout, puis on sait que t'es dans la FAQ, puis t'es un crise de criminel, et puis t'es un sale bandit. Et puis tu vas y aller en prison, et puis tu vas y passer le restant de tes jours, et puis c'est ça que tu veux, et puis tout le bazar. On faisait connaissance avec la justice québécoise. Je ne sais pas si vous avez jamais réalisé le caractère scandaleux de la sentence qui a été imposée à Pierre-Paul Geoffroy, c'est-à-dire 124 fois la condamnation à la prison à perpétuité. C'est une sentence unique dans les annales judiciaires du pays, pas de doute, mais j'ai l'impression de tous les pays du monde. L'exclusion faite de la peine de mort, c'est la condamnation la plus scandaleuse qu'on a jamais faite à un homme. Il n'y a pas de doute que les idées politiques de Geoffroy sont le motif pour lequel il a été ainsi condamné. La prison, c'est facile d'imaginer que c'est un endroit pour des animaux. C'est un endroit où vous êtes réduit à vivre carrément comme un animal. Il y a en prison des gardes qui sont des gardiens qui avaient, au moment de commencer à travailler, des réactions d'êtres humains. Mais la prison est organisée de telle façon qu'ils les perdent. Et puis qu'à un moment donné, vous vous retrouvez entre animaux. Vous mangez, vous dormez et puis vous attendez. Un accusé, par définition, a droit d'être jugé, mais ici au Québec, depuis quelques années en tout cas, il faut se battre pour avoir un procès une fois qu'on est accusé. Non seulement on nous arrêtait, puis on nous gardait en dedans, puis on nous accusait d'une douzaine de crimes au départ, mais encore il fallait se mettre à réclamer un procès. Et puis ça a été tout mon emprisonnement pendant les 3 heures et demie, le plus clair de mes énergies. Il a fallu le dépenser à forcer la couronne à procéder. C'est-à-dire à me faire des procès sur les accusations qu'on avait portées contre moi. Il y en a un bon nombre qui sont tombés en cours de route. La couronne s'est rendu compte qu'il y avait des limites au ridicule, j'imagine. Mais ça a pris quand même 2 ans de prison
c'est-à-dire de septembre 66 à septembre 68, avant que j'obtienne un premier procès qui donne un résultat. 2 ans de détention préventive pure et simple. Est-ce que vous avez une vague idée de ce que ça a pu coûter à la province depuis le moment de votre arrestation et l'évolution de tous les procès que vous avez subis? Vaguement. Vaguement, ben, j'ai déjà lu un truc là-dessus, mais je suis pas au courant. Peut-être que Robert pourrait... L'avocat en chef, à l'époque du début de l'affaire, Maître Réal Brunet, m'avait représenté qu'une analyse du coût d'un procès aux assises coûtait en moyenne 100 000 $. Et si on regarde la durée de ces procès-là, les procès durent que quelques jours. Alors si on prend un procès, comme le procès de cet été, le procès de la Grenade, le premier procès de la Grenade, qui a duré 10 semaines, le procès Corbeau qui a duré 7 semaines, les 2 premiers procès qui ont duré... Gagnon a passé à peu près, je pense, 6 mois devant les assises. Moi, j'évaluerais. Ça a été fait par un de vos confrères journalistes, au moins 2 millions de $, seulement l'affaire de Charles Gagnon. J'ai par ailleurs à faire lecture ici d'un document, d'une lettre qui vient de Pierre Vallière et qui a été écrite pour la circonstance. Il y a des copies de cette lettre ici. Vous n'avez donc pas à prendre de notes si vous le désirez. Voici le texte de Vallière. Charles Gagnon a enfin été libéré. Mais il ne faut pas en féliciter la justice québécoise, car c'est contre elle que Charles Gagnon a pu recouvrer sa liberté après une très longue incarcération dite préventive, qui n'a toujours eu depuis le début que des motifs politiques. Charles Gagnon est sorti de prison la tête haute, et sa libération, obtenue grâce à la pression populaire, constitue sans doute la plus grande victoire politique jamais remportée par le FLQ depuis 1963. Cette victoire est également celle de tous les Québécois qui se battent avec acharnement pour l'indépendance du Québec et l'établissement dans leur pays d'une société sans exploiteurs ni exploités, d'une société sans chômeurs, sans assistés sociaux, sans parias, sans dictature politique, économique ou militaire, sans roi nègre ni police politique. La libération de Charles Gagnon est un présage que nous, Québécois, pourrons bientôt crier « Vive le Québec libre » sans nous faire matraquer, incarcérer ou condamner pour mépris de cour dans notre propre patrie. Il faut suivre l'exemple de Charles Gagnon et comme lui se tenir debout jusqu'à la libération totale du peuple québécois tout entier de ce qu'il opprime depuis des siècles au plan culturel, économique, politique et social. Un peuple à genoux est un peuple vaincu. Un peuple debout est un peuple vainqueur. Nous vaincrons quels que soient les obstacles, quels que soient les sacrifices, quelles que soient les formes de la répression que le capitalisme, le colonialisme et l'impérialisme qui ne font qu'un peuvent exercer contre le peuple qui le conteste de plus en plus fortement, massivement. Charles Gagnon a été libéré, mais la lutte de libération à laquelle son nom demeurera à jamais lié est loin d'être terminée. Il faut continuer le combat avec encore plus d'ardeur et de vigueur, car c'est pour le Québec une question de vie ou de mort. La libération de Charles Gagnon est un pas de plus vers la victoire du peuple sur ceux qui, depuis des siècles, et quelle que soit la langue qu'ils parlent, ont profité abondamment de son ignorance et de son impuissance passée pour l'exploiter jusqu'aux os. Le peuple québécois a pris conscience de sa condition et de sa force. Rien ne pourra plus l'arrêter désormais, quelle que puisse être la durée du chemin à parcourir, pour balayer ce pays, le nôtre, de toute la pourriture et la corruption qu'il empoisonne depuis Bigot jusqu'à Crépeau. Pour ma part, je vais continuer à me battre à l'exemple de Charles Gagnon jusqu'à la victoire. Comme lui, je ne ferai ni compromis ni concession. Comme lui, je n'achèterai pas ma libération car ma liberté n'est pas à vendre. Ma libération, je l'obtiendrai moi aussi contre la justice inique qui règne en ce pays où la liberté est devenue synonyme de sédition. Ma libération de prison, je l'obtiendrai du peuple québécois lui-même, et cela prochainement, j'en suis persuadé, car le peuple québécois n'est plus dupe de la chasse aux sorcières qu'elle s'exerce à Montréal ou à Chicago. La répression politique et le terrorisme judiciaire, dont les Rémi Paul, Jean Drapeau, Lucien Saunier, Michel Côté, Pierre Elliott Trudeau et compagnie se sont fait les champions, ont eu pour effet de faire prendre conscience à la population de l'arbitraire et de l'injustice monstre sur lesquels nos castes dirigeantes
quelle que soit leur couleur politique, ont édifié leur dictature et leurs privilèges en violant systématiquement les droits les plus fondamentaux de la nation québécoise et de ceux qui la composent, en particulier de ceux qui ont eu et auront, jusqu'à la victoire sur le désordre établi, le courage d'affirmer ouvertement leur détermination de faire du Québec autre chose qu'une colonie de porteurs d'eau pour travailleurs à bon marché, pour assistés sociaux, pour chômeurs, pour désœuvrés, pour étudiants bâillonnés et casernés. D'ailleurs, la libération de Charles Gagnon est aussi la mienne, car nous avons été incarcérés pour les mêmes motifs politiques et à partir des mêmes accusations prétextes mal fondés. Je suis entré au FLQ à peu près à la même époque que Vallière. Nous avons toujours été jugés tous les deux à partir de la même preuve à caractère essentiellement politique et de la même absence de preuves légales ou conformes aux prescriptions du Code criminel actuellement en vigueur. Nous avons toujours été jugés et incarcérés pour nos idées. Libérer l'un équivaut à démontrer hors de tout doute l'illégalité de l'incarcération de l'autre. C'est une évidence qui saute aux yeux. Chose certaine, quoi que dise et fasse le ministre de l'Injustice et de la Répression politique, je ne céderai jamais au terrorisme qu'exerce son administration contre moi et contre plusieurs autres Québécois. Comme Charles Gagnon, je sortirai de prison la tête haute. Ce n'est pas moi qui suis terroriste, mais la justice qu'il est devenu au Québec. Une justice de fascistes, une justice répressive et étouffante, une justice qui ne sert plus qu'à légaliser la répression politique, le fascisme et les procès d'intention, comme à Chicago, comme à Athènes, comme à Saigon. Mais cela ne nous empêchera pas de vaincre, comme le prouve la libération de Charles Gagnon. Vive Charles Gagnon, vive le FLQ, vive les Québécois libres. Pierre Vallière. Je pense que c'est dans le FLQ que j'ai trouvé vraiment ce que j'avais été toute ma vie, c'est-à-dire un individu qui avait été préoccupé essentiellement par des problèmes sociaux, par des problèmes humains aussi, mais pour qui l'école, le collège en particulier, et puis l'université, avaient été des formes de diversion, des moyens par lesquels la société essaie de faire oublier à ceux qui sont révoltés que la révolte doit déboucher sur la révolution.